Bonjour, mon nom est Alexandra Bandéane, comédienne et artiste en arts visuels, chant et danse, et je suis végane depuis 2015. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette vidéo du Festival Vegan de Montréal 2020 présentée par Nafsika. Dans la vidéo suivante, 4 autrices véganes nous présentent leurs livres. Nous aurons donc Ève-Marie Gingras, Valérie Giroux, Élise Desaulniers et Virginie Simoneau-Gilbert. Dans une ère où tout est rendu numérique et la capacité d'attention des gens semble quasi inexistante, pourtant ces 4 autrices militent en écrivant des livres qui couvrent de multiples facettes du véganisme. Lorsqu'Élise Desaulniers commence à s'intéresser à l'éthique animale il y a une douzaine d'années, elle assiste à sa première conférence végane présentée par Valérie Giroux. Valérie lui a offert un livre recette et elle a répondu à toutes les questions d'Élise. Elles sont devenues amies. Quelques années plus tard, c'est au tour du livre d'Élise de jouer un rôle important dans la transition d'Ève-Marie Gingras. Celle-ci en parle dans sa première BD végane dont Élise en écrit la préface. Puis, il y a cette jeune étudiante, Virginie Simoneau-Gilbert, qui, tout en écrivant le livre de l'histoire des 150 ans d'histoire de la SPCA de Montréal, commandé par Élise, complète sa maîtrise en philosophie supervisée par Valérie. Derrière tout ça, il y a beaucoup de solidarité, d'inspiration, d'entraide et d'amitié. L'animatrice de ce panel est Julie Herbivore. Julie Herbivore s'est jointe à l'équipe de bénévoles du Festival Vegan de Montréal en 2019 pour appuyer l'équipe des communications. Elle est devenue végane il y a 7 ans après l'écoute du documentaire Vegucated. Elle partage son amour pour la cuisine et le jardinage sur les réseaux sociaux. Je vais vous présenter maintenant les autrices. Donc, Ève-Marie Gingras, autrice et dessinatrice. Ève-Marie Gingras est diplômée en arts visuels à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Elle travaille comme massothérapeute depuis plus de 10 ans. Son intérêt pour l'éthique et son amour des animaux, associés à un besoin de se sentir utile, l'ont ramenée derrière la table de dessin. Elle est l'autrice et dessinatrice de sa première bande dessinée, Comment et pourquoi je suis devenue végane, qui est sortie en août dernier. Valérie Giroux, autrice et docteure en philosophie. Valérie Giroux est végane de longue date et militante pour la libération animale. Elle est juriste et docteure en philosophie. Elle est coordonnatrice au Centre de recherche en éthique où elle mène des recherches engagées en éthique animale. Elle est aussi professeure associée à la faculté de droit à l'Université de Montréal et fellow du Oxford Center for Animal Ethics. Elle est l'autrice du livre L'antispécisme, paru en août dernier, contre l'exploitation animale et est co-autrice du livre Le véganisme. Elle intervient souvent dans les grands médias canadiens sur des questions liées aux droits des animaux, au véganisme et au spécisme. Élise Desaulniers, autrice et directrice générale de la SPCA de Montréal. Élise Desaulniers est directrice générale de la SPCA de Montréal et elle est également chercheuse indépendante. Elle est l'autrice de Je mange avec ma tête, Vache à lait, Le défi vegan 21 jours et co-autrice de Table végane menu d'ici et d'ailleurs qui est sorti cette année. Elle a aussi signé de nombreux articles et a reçu le Grand Prix du journalisme indépendant au Québec dans la catégorie Opinion pour un texte sur le féminisme et l'antispécisme en 2015. Elle intervient fréquemment dans les médias pour parler de droits des animaux et de véganisme. Virginie Simoneau-Gilbert, autrice et étudiante en philosophie politique et économie. Virginie Simoneau-Gilbert a complété en août dernier une maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal sous la direction de Christian Nadeau et Valérie Giroux. Son mémoire examine l'extension de la personnalité juridique aux animaux non humains en droit civil. Ses champs de spécialisation en philosophie incluent l'éthique animale et la philosophie du droit. Son intérêt pour l'histoire de la cause animale au Québec l'a mené à écrire Au nom des animaux, l'histoire de la SPCA de Montréal. Ce livre s'inscrit dans le cadre du 150e anniversaire de l'organisation. Il s'agit du premier livre dédié à l'histoire de la cause animale au Québec. Elle poursuit ses études en philosophie politique et économie à l'Université d'Oxford en Angleterre grâce au précieux soutien de la bourse Rhodes. Si vous appréciez les vidéos du Festival Vegan de Montréal 2020, vous pouvez faire une contribution volontaire sous la forme d'un don via notre site web festivalvegandemontréal.com. Le festival est un organisme à but non lucratif qui fonctionne avec des bénévoles, et le contenu que vous allez visionner est gratuit grâce à leur implication et à celle de nos commanditaires. Je vous souhaite un bon visionnement et une excellente journée.
Alors, commençons par le début. Puis, comment êtes-vous devenu végane? Ben c'est ça, j'imagine que vous savez tout un peu comment c'est arrivé pour moi, là, déjà, étant donné que c'est les premières pages de la bande dessinée. Mais comment ça s'est passé pour moi, en fait, c'était pas comme souvent la plupart des gens, ça va être au départ en s'informant, en prenant conscience par des discussions, etc. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça a vraiment été une expérience physique, en fait, sensorielle. Ça s'est passé pendant que je préparais un repas, tout simplement, et puis que je sais pas à quoi exactement je pensais. J'étais dans la lune, puis j'avais les mains dans la viande, puis tout à coup, ben j'ai juste ressenti un fort malaise, là, vraiment des nausées, des étourdissements, tout ça. Et puis j'ai dû évidemment laisser ce que je faisais, arrêter d'y toucher, me laver les mains, puis jamais y retoucher par la suite. En fait, ça a été vraiment un espèce de choc physique que j'ai eu. Puis, ben c'est ça. Après, il a fallu que je comprenne ce qui s'était passé, mais ça a été mon introduction vers le véganisme. Est-ce que une d'entre vous avait envie de rajouter par rapport à ce que Marie avait dit? Est-ce que tu veux y aller par ancienneté? Je pense que c'est Valérie, notre... Ben moi, j'ai été convaincue par les arguments en faveur du véganisme, si on veut, à l'âge de 18 ans, alors que j'étais au cégep. J'avais eu dans la même semaine 2 cours, un cours en philosophie et un cours en psychologie, où on se questionnait sur le propre de l'homme, sur ce qui différenciait les êtres humains des autres animaux, pour se rendre compte qu'il n'y avait aucune différence qualitative entre les uns et les autres, qui permettrait de justifier la discrimination qu'on connaît, qu'on fait subir aux autres animaux. Et j'ai quand même mis près d'une dizaine d'années avant de trouver la volonté, la détermination de surmonter les difficultés sociales surtout que ça cause, que ça peut causer de devenir végane, surtout à l'époque peut-être, et de finalement vraiment adopter le mode de vie, donc près de 20 ans de ça. Good. Merci. Moi, c'est arrivé plus tard que Valérie. Là, de toute évidence, je ne devais pas écouter dans mes cours au cégep parce qu'il n'y avait pas d'élimination à ce moment-là. Mais c'est arrivé par la philo aussi, en fait. J'avais reçu la commande de livres de mon copain qui était prof de philo et j'avais reçu sa commande de livres au travail. Donc, j'avais plein de livres dans mon sac. Des livres de philo, des livres d'éthique. Et j'attendais un ami dans un café, un ami qui était vraiment en retard. Et je cherchais quoi lire. Et le livre qui me paraissait le moins plate de la gang, parce qu'on s'entend que des livres de philo, ça n'intéresse pas beaucoup les non-philosophes, c'était un bouquin sur l'éthique animale, celui de Jean-Baptiste Jean-Geneviève-Maire. Et puis, j'ai commencé à lire ce livre-là. J'ai lu peut-être 1 ou 2 chapitres en attendant mon ami. Et pour moi, ça a été vraiment un choc. J'avais jamais pris conscience, en fait, que pour que j'aie un steak dans mon assiette, il fallait qu'il y ait un animal qui soit exploité puis tué. Et je me sentais en fait vraiment conne de ne pas avoir réalisé ça avant, mais ça a été réellement un choc ce soir-là. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit aux copains philosophes qu'on allait devenir végétarien. Il était plus ou moins convaincu, mais donc par la suite, j'ai dû convaincre un philosophe qu'il fallait devenir végétarien végane. Le copain étudiait avec Valérie, fait que je pense que c'est elle qui a fait le gros du travail et qui m'a aidé au niveau des arguments philosophiques. Mais c'est vraiment l'élément déclencheur, c'est venu par un livre, celui de Jean-Baptiste. Wow. Puis toi, Virginie, peux-tu nous partager ça? Oui, moi, en fait, ma relation avec le véganisme est tout d'abord passée par le végétarisme. Donc, j'ai vraiment grandi entourée d'animaux, des membres de toutes sortes d'espèces. Et puis, très jeune, j'avais vraiment une sensibilité à l'endroit de leurs préférences, leurs intérêts. Donc, justement, l'importance de valoriser et respecter les choix que font les animaux, leurs préférences. Et puis, en fait, je me rappelle avoir refusé de manger de la viande assez tôt, donc à l'âge de 9 ans. Je garde un souvenir très fort d'avoir refusé de manger de la viande de bison à ce moment-là. Et puis même, c'est passé un peu comme Eve-Marie par un dégoût physique. Donc, j'avais des nausées, vraiment une réaction physique très forte. Et puis, j'avais aussi exprimé ma volonté de devenir végétarienne à mes parents. Mais mon régime n'a pas vraiment fait long feu. Donc, il a duré peut-être 2 jours. Là, C'était quand même une des premières réflexions qui relevaient peut-être plus de l'intuition à ce moment-là.
Et puis, plus tard, à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux éthiques et environnementaux associés à la viande. Donc, j'ai été végétarienne pendant quelques mois à l'âge de 15 ans. Puis, je suis devenue définitivement végétarienne à l'âge de 16 ans, donc en 2012. Et puis, ce qui m'a donné la volonté de laisser de côté la viande à ce moment-là, c'est aussi le fait que j'avais travaillé dans un fast-food comme premier emploi étudiant. Et encore une fois, ça m'a donné vraiment un dégoût physique de la viande. Et puis, plus tard, en 2017, je suis devenue végane. Pour moi, le véganisme, à ce moment-là, était surtout l'extension naturelle de mon régime végétarien, c'est-à-dire que c'était un peu l'extension, la mise en application de principes moraux en éthique animale qui m'intéressaient déjà durant l'adolescence et puis que j'étudiais aussi déjà au cégep là, en 2014-2015. Wow! C'est vraiment fascinant d'écouter les histoires du comment. On a tous une genèse de à quel moment on est devenu vegan, à quel moment on a ouvert la porte, on a ouvert... Je trouve ça toujours fascinant. Merci beaucoup d'avoir partagé. C'était toujours très inspirant, puis c'est toujours intéressant voir comment ça se fait. Tu sais, quand on dit tous les chemins mènent à Rome, ben vos chemins sont totalement différents, quoique interreliés aussi, puis on peut se retrouver un peu dans tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Merci. J'aimerais que vous me disiez comment le véganisme a évolué depuis que vous êtes devenu végane. Certaines le sont depuis plus longtemps. C'est sûr que peut-être que l'évolution est plus marquée à ce moment-là, donc si vous vouliez nous en parler. Moi, je peux bien. C'est ça, comme je suis devenue végane il y a près de 20 ans, c'est assez facile de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même depuis. Là. Le mot, d'abord, est connu. On fronce plus les sourcils d'un air interrogatoire quand on mentionne qu'on est végane au restaurant, par exemple. Puis, on peut aussi trouver des produits de remplacement, des options végétaliennes un peu partout où on va, ce qui facilite tellement la vie des véganes. On n'est plus obligé de s'organiser autant, de toujours prévoir des collations avec nous. C'est donc, je pense, beaucoup plus agréable. Et ça semble évident aussi, il semble évident que le véganisme est un mouvement qui a pris une ampleur considérable, ne serait-ce que quand on voit le nombre de visiteurs qu'attire le festival vegan chaque année, là, en période pré-pandémie du moins. Alors, mais j'ai quand même envie d'ajouter que j'ai quand même quelques réserves, quelques inquiétudes à l'égard de ce que devient le véganisme au sein du mouvement animaliste. Au Québec, les véganes ont réussi le tour de force d'attirer l'attention du public en suscitant globalement assez peu d'hostilité, je dirais, en tablant sur une approche sympathique là, qui vise principalement à montrer les avantages d'un mode de vie moins cruel envers les animaux. Les militants ont fait largement connaître le véganisme et ont obtenu une étonnante adhésion de principe, au moins, à la cause animale. En revanche, ce que les véganes sont toujours pas parvenus à faire, c'est de grossir beaucoup leur rang puis d'obtenir des gains significatifs pour les animaux. Et certains animalistes expliquent ça par un échec du mouvement dans ses efforts de politisation de la cause animale. Et même si la grande popularité du véganisme, c'est évidemment une très bonne chose pour les animaux, on se dit que c'était peut-être une erreur finalement de se focaliser autant sur nos pratiques de consommation individuelle plutôt que de parler d'abord et avant tout des droits des animaux ou d'antispécisme. On entend d'ailleurs souvent des omnivores nous dire on ne vous empêche pas de manger votre salade, lâchez-nous, laissez-nous manger notre steak. Et ce genre de commentaires-là, ça confirme, je pense, les inquiétudes de certains militants qui s'aperçoivent qu'on n'a pas su éviter que le véganisme soit compris par nos concitoyens comme un simple mode de vie fondé sur des préférences personnelles qu'on peut bien sûr avoir, mais qu'on ne devrait pas chercher à imposer aux autres. Et face à ce constat-là, on sent, je trouve, une certaine grogne, une grande montée au sein de la communauté animaliste. Il y a certains animalistes qui refusent même désormais de parler de véganisme, qu'ils estiment être devenus apolitiques. On craint qu'en maintenant plus longtemps, la stratégie du go vegan, le mouvement soit tout simplement avalé par le capitalisme et n'ait finalement qu'élargi la variété de produits offerts aux consommateurs sans avoir remis en cause le statut des animaux et leur exploitation. C'est en partie ce qui, je pense, explique pourquoi il y a certains militants animalistes qui disent qu'on ne peut plus se contenter de montrer le tout sourire les vertus d'une diète végétale et qu'il faut se mettre à déranger un peu, à secouer nos concitoyens, à forcer le débat public à se pencher sur la question animale, ou à tout le moins à rediriger la discussion sociale un peu plus vers les animaux eux-mêmes. Cela dit, là, je pense que les militants animalistes auraient gravement tort de retirer la promotion du véganisme de leur éventail de tactiques. Comme mon co-auteur Renan Larue et moi, on a cherché à le montrer dans le livre qu'on a consacré au sujet,
le véganisme devrait même continuer à faire partie de ce sur quoi on insiste le plus. Et pour plein de raisons là, sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir, mais en gros parce que tous les comportements conformes aux pratiques véganes peuvent contribuer non seulement à diminuer la demande en produits d'origine animale, et donc à profiter directement aux animaux, sans doute, mais aussi et surtout à transformer les normes sociales en place de manière qui leur bénéficieront indirectement là, à moyen et à long terme. Dans notre livre, on soutient en tout cas qu'on aurait sans doute avantage à nous assurer que le véganisme reste lié étroitement, le plus étroitement possible à une opposition de principe à l'exploitation animale. D'abord parce que c'est la façon dont on le concevait ceux qui l'ont originalement conçu. Je pense aux gens de la Vegan Society. Et ensuite parce que c'est la manière dont la majorité des véganes perçoivent leur propre engagement. Et finalement parce que c'est la conception qui demeure la plus cohérente du véganisme. On sait qu'on n'a pas de raison de refuser, par exemple, de porter une veste en cuir si on se soucie de notre santé, par exemple. Mais surtout parce qu'on pense qu'un discours vegan qui se rapporte explicitement aux animaux a plus de chances de nous aider à transformer de la manière dont on perçoit collectivement les animaux, ce qui semble être un passage nécessaire pour arriver à leur rendre un jour justice. Mais on peut penser tout ça sans pour autant sous-estimer l'appui qui est offert par toutes celles et tous ceux qui sont simplement fans de cuisine végétalienne ou qui cherchent à rendre leur mode de vie plus écolo, par exemple. Wow! J'avais prévenu que je faisais un peu long. Non, mais c'est super complet, puis c'est tellement above and beyond de ce que je m'attendais comme réponse. C'est fascinant, merci. Non, sérieux, je m'attendais pas à ça du tout, mais c'est fabuleux, merci. C'est ce qui arrive qu'on a vu de Valérie. Mais je rajouterais sur ce que Valérie dit, avec lequel je suis parfaitement à l'aise, que quelque chose que j'observe depuis plus de 10 ans de militantisme, c'est que les conditions matérielles sont souvent nécessaires à l'émergence d'un mouvement politique. Il y a 10 ans, si on revient dans les trucs très, très, très concrets, la première fois que j'ai mangé du fromage vegan, c'était d'ailleurs chez Valérie. Elle avait réussi à commander du Daya, je ne sais pas trop où, et j'étais comme vraiment super impressionnée qu'on puisse trouver du fromage vegan, mais il fallait vraiment être motivé pour en trouver, puis connaître l'adresse où en commander. Aujourd'hui, il y en a partout. Idem, des alternatives à la viande, des alternatives aux produits laitiers, il y en a partout. Et l'impression que j'ai quand je discute avec des non-véganes, c'est que c'est un peu la condition minimale pour qu'on puisse avoir un discours sur une éventuelle libération animale, que ces alternatives-là existent, que ce soit possible d'être végane, non seulement en faisant des commandes sur Internet, mais aussi quand on est sur la route puis qu'on déménage. Mais je suis entièrement d'accord qu'il y a probablement, et puis il faut le constater, là, un échec parce qu'on a beau dire « Wow, c'est génial, maintenant on peut manger végane partout au Québec ». Et il y a du Beyond Meat chez AEW, c'est super, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée concrète pour les animaux depuis les 10-15 dernières années? Des baby steps, oui, des petits changements symboliques peut-être. Je vois ce que nous, on fait à la SPCA, puis évidemment, je suis super fière de notre travail, mais ça reste super marginal, puis il n'y a rien de fondamental qui a été transformé, puis je pense que c'est vraiment un défi puis qu'on a pour les prochaines années, mais on peut être très, très fiers de tout le chemin accompli, mais il ne faut vraiment pas perdre de vue que pour les animaux, c'est assez marginal, les gains qui ont été réalisés. J'aimerais que vous me présentiez vos livres, si on pouvait commencer avec toi, Eve-Marie. Oui, c'est ça. En fait, mon livre, qui est une bande dessinée, ça parle de l'expérience que j'ai eue de la façon, en fait, dont je suis devenue végane. Ça s'appelle « Comment et pourquoi je suis devenue végane ». Et puis, c'est ça, bon, ça parle de l'expérience tactile que j'expliquais tout à l'heure, que j'ai eue avec la viande il y a maintenant environ 9 ans, en fait, là, quand, c'est ça, j'ai réalisé que je touchais finalement à un être qui avait été vivant, là, puis qui était mort. Donc, c'est ça, cette expérience-là qui était sensorielle au départ, j'ai dû après ça l'ancrer dans une compréhension un petit peu plus intellectuelle, psychologique, pour en fait mieux vivre avec ça. Donc, je me suis mise à lire beaucoup sur le sujet. Bon, quand le festival vegan a commencé à exister, j'ai assisté à peu près à toutes les conférences possibles et imaginables. C'était comme la plus belle fin de semaine de l'année pour moi. Et puis, c'est ça, je me suis beaucoup documentée. Et puis, c'est ça, le livre, finalement, c'est un peu tous les constats que j'ai faits qui sont un peu des
résumés de livres, un peu aussi, bon, évidemment, reliés à des expériences personnelles. Et puis, c'est ça, en espérant, en fait, que ça ait un petit peu une résonance auprès des lecteurs. Eve-Marie, t'aurais-tu des conseils à donner à quelqu'un qui dirait « j'aimerais ça devenir végane ». Oui, ben, je dirais de le faire, en fait, parce que souvent, les seuls regrets, en fait, qu'on a, en tout cas, c'est souvent ce que j'entends, puis c'est celui que j'ai aussi, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Donc, c'est souvent beaucoup plus facile aussi qu'on se l'imagine. Donc, c'est ça, je dirais de faire le pas. Et puis aussi, peut-être, souvent, on a un petit peu des appréhensions, des craintes, peut-être juste de s'apercevoir de ce que c'est, d'en prendre conscience pour pouvoir passer par-dessus ça. Pour ma part, en fait, c'était peut-être le côté nutritionnel. J'avais peur de manquer de quelque chose. Bon, j'avais un historique d'anémie depuis toujours, donc c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur, mais quand j'ai réalisé que c'était quand même une démarche qui était importante pour moi, ben, j'ai vu une nutritionniste tout simplement, puis ça s'est réglé assez vite. Le déficit de protéines, ça a bien été... Ah oui! Tout va bien de ce côté-là. Yes! Valérie, toi, à ton tour de nous présenter ton livre. Au tout début de la préparation de mon dernier livre, Un caissage consacré à l'antispécisme, je me demandais bien sûr de quel angle aborder la question et quels aspects couvrir. Puis il y avait plusieurs possibilités, mais vu mon champ de recherche, il était tentant de ne pas trop m'éparpiller ou m'aventurer dans le domaine que je ne connaissais pas moi-même ou même pas du tout. Alors qu'il y a un travail conceptuel sur la notion de spécisme qui me semblait quand même devoir être encore fait. C'est donc à partir de la perspective de la philosophie morale que j'ai eu envie de traiter la question, puis plutôt que de m'efforcer de couvrir donc, tout ce qui touche au spécisme, surtout que le livre devait être très, très court, on a un format très précis à respecter dans la collection Que sais-je, j'ai fait certains choix. Je me suis dit que j'avais commencé par me familiariser avec les notions qui ont inspiré Richard Ryder à proposer le terme dans les années 70 et ceux qui l'ont ensuite popularisé, c'est-à-dire les notions de racisme et de sexisme en particulier. Je me suis demandé comment réconcilier ça avec la manière dont les animalistes semblent comprendre et présenter le spécisme. On sait que certains en parlent comme d'une forme de préjugés que les individus peuvent entretenir à l'endroit des animaux qui appartiennent à certaines espèces, des préjugés qui nous portent à considérer que les animaux sont inférieurs à nous, qu'on est en droit de les exploiter pour nos fins, par exemple. D'autres insistent surtout sur nos pratiques discriminatoires, qu'elles soient motivées par certaines attitudes ou croyances à l'endroit des animaux, ou qu'elles résultent simplement d'habitudes qu'on ne prend pas la peine de remettre en question. Je me suis rendu compte que les débats qui entourent la discrimination, le sexisme et le racisme ne sont pas simples du tout, mais je devais, bien sûr, malgré ça, décider quelle approche prendre, celle qui me semblait la meilleure, la plus utile pour comprendre la notion de spécisme. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de présenter le spécisme comme une forme de discrimination injuste dirigée contre les membres de certaines espèces. Sauf que par discrimination, j'entends pas seulement les comportements individuels ou les politiques publiques. J'inclus ça, bien sûr, mais j'inclus également les actes mentaux ou les attitudes de mépris qu'on peut avoir. Je me dis que discriminer, c'est d'abord et avant tout distinguer, mais le type de discrimination qui est injuste et qu'on cherche normalement à dénoncer, c'est ce qui conduit à traiter en pensée, en attitude ou en acte certains individus de manière désavantageuse par rapport à d'autres, et ce, sans raison moralement valable. Ce que je fais donc plus précisément dans la première partie de mon livre, c'est de présenter brièvement 3 concepts qui sont étroitement liés au spécisme, la discrimination évidemment, la notion d'espèce et celle de sentience. C'est l'occasion de rappeler que le concept d'espèce n'est pas aussi clair qu'on peut souvent le penser. C'est un peu comme celui de race peut-être, qu'on a peur de supposer que les espèces correspondent de manière évidente à des catégories naturelles. C'est aussi l'occasion d'expliquer brièvement ce qu'est la sentience ou la sensibilité et pourquoi c'est le critère qui, chez les antispécistes, se trouve au fondement de la valeur des individus. Dans la deuxième partie de mon livre, je propose de faire des distinctions qui paraissent utiles entre les diverses formes que peut prendre le spécisme. Est-ce qu'il s'agit de dire que les animaux de certaines espèces ou leurs intérêts ne comptent pas du tout, ou simplement qu'ils comptent moins que ceux des autres espèces, en particulier l'espèce humaine? Je me demande ensuite, et c'est une question qui me paraît importante, s'il faut réduire le spécisme aux discriminations qui sont motivées par l'espèce dans laquelle on place les individus en tant que tels, ou si on peut parler de spécisme quand ce qui explique la discrimination subie par les animaux, c'est plutôt
ou c'est en partie le fait qu'on les suppose moins intelligents ou incapables de comprendre certaines normes morales ou dépourvus de conscience de soi, par exemple. Je distingue ce qu'on appelle ce que j'appelle le spécisme pur, la discrimination réellement fondée sur l'espèce, du spécisme attributif, c'est-à-dire la discrimination dont sont victimes les animaux à cause de certains de leurs attributs, ou surtout de ceux qu'ils n'ont pas, en fait, parce qu'on les juge cognitivement inférieurs. Puis, à moins que le fait de rappeler que les animaux ont des capacités cognitives inférieures ne serve en réalité qu'à justifier ce qui, au fond, est une forme pure de spécisme qui ne s'assume pas, je dirais que le spécisme attributif, c'est une forme de capacitisme, en fait, puisqu'il revient à discriminer les individus en fonction de leur capacité mentale. Dans cette deuxième partie-là, j'aborde aussi la distinction entre une forme de spécisme qui consisterait à supposer que certaines espèces, l'espèce Homo sapiens en particulier, sont supérieures à d'autres de manière objective, et le spécisme qui relève plutôt du tribalisme, selon lequel chacun trouve que sa propre espèce, parce qu'elle est sa propre espèce, est celle qu'il faut privilégier. Puis après un survol de deux des principales objections faites à l'antispécisme, je termine mon petit livre par une partie consacrée à certaines implications pratiques de l'antispécisme, les implications juridiques, la nécessité d'accorder des droits aux animaux et le statut de personne, et des implications sociales et politiques qui divisent les antispécistes entre eux. Est-ce qu'il faut mener les espèces domestiques à leur extinction ou plutôt faire des animaux domestiques des citoyens à part entière? Est-ce qu'il faut intervenir dans la nature sauvage pour essayer du mieux qu'on le peut de réduire les souffrances vécues par les individus? Il y en a beaucoup, là, dû à la prédation, parasitisme, la faim, la soif, les maladies, les accidents, etc. Ou est-ce qu'il faut reconnaître qu'on n'arrivera jamais à causer plus de bien que de mal et que de toute façon, on ne devrait pas intervenir de manière paternaliste dans les communautés d'animaux dont l'autonomie collective devrait être préservée? L'approche que je privilégie dans mon livre, vous l'aurez donc compris, là, ce n'en est qu'une parmi toutes les approches qui auraient pu être choisies. Et pour celles et ceux qui s'intéressent davantage à la perspective sociologique, peut-être, qui présente le spécisme comme une idéologie renforcée par plein de mécanismes sociaux et institutionnels, je vous recommande chaleureusement la lecture du livre de nos collègues Axel Plius-Brard et Yves Bonnardel, intitulé Solidarité animale, défaire la société spéciste, qui vient de paraître aux éditions La Découverte. J'ai commandé personnellement mon exemplaire chez Zone Libre, le libraire toujours présent au festival. Alors Valérie, qu'est-ce que l'antispécisme? L'antispécisme, son nom le dit, s'oppose au spécisme. Et le spécisme, je l'ai un peu dit tout à l'heure, ça peut être compris comme la discrimination injuste qui est faite en fonction de l'espèce à laquelle les individus appartiennent, dans laquelle on classe les différents individus. Le spécisme, c'est aussi l'idéologie dominante qui nous conduit à croire, ou même à faire pour évident, que les animaux qui n'appartiennent pas à l'espèce Homo sapiens sont inférieurs à nous moralement et qu'on est donc en droit de les traiter comme tels, c'est-à-dire de les utiliser comme de simples ressources pour nos fins, de les tuer pour les manger, de les chasser, de les pêcher, d'en faire l'élevage pour nos divers produits et services, ou encore de nous en servir comme outil pour la recherche scientifique. Le spécisme, c'est en fait ce qui nous conduit à traiter certains animaux non humains mieux que d'autres, selon les divers usages qu'on veut en faire. En France, puis dans plusieurs autres pays, on traite les chiens beaucoup mieux que les poules ou les veaux, par exemple. Ailleurs, c'est autre chose. En revanche, il n'y a aucun animal qui a le malheur de ne pas faire partie de l'humanité, si j'ose dire, n'est traité comme un égal. Tous sont considérés comme ayant moins de valeur que les êtres humains ou sont traités comme tels. C'est ce qui nous permet de dire que le spécisme a des liens très étroits avec l'anthropocentrisme, avec l'humanisme plus précisément, avec ce qu'on décrit maintenant de plus en plus comme un suprémacisme humain. Les antispécistes parlent de spécisme pour le dénoncer parce qu'ils estiment qu'il est injustifié. Ils font remarquer que les caractéristiques strictement biologiques des individus, on peut penser à la couleur de la peau ou au sexe, n'ont aucune pertinence quand vient le temps de juger la valeur des individus ou l'importance de leurs intérêts. Pour les mêmes raisons qui nous portent à rejeter le racisme et le sexisme, il faut donc, selon eux, rejeter le spécisme. Ça signifie évidemment pas que tous les animaux ont des intérêts comparables et qu'il faut tous les traiter de la même manière, mais ça implique que quand ils ont bel et bien des intérêts semblables ou d'une importance équivalente, il faut en tenir compte également. On ne peut pas juger que la douleur ressentie par un individu est moins grave que la même quantité de douleur ressentie par un autre, simplement parce que le premier n'est pas caucasien, qu'il n'est pas de sexe masculin ou qu'il n'appartient pas à l'espèce humaine. Pour défendre la manière dont on traite les autres animaux contre cet argument-là, contre l'argument antispéciste, certains sont tentés de répondre que ce n'est pas vraiment en raison de leur espèce en tant que telle qui est légitime de discriminer les animaux non humains, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas certaines capacités cognitives sophistiquées que seuls les êtres humains possèdent. Je le mentionnais tout à l'heure.
Ils vont insister, par exemple, sur le fait que les êtres humains sont capables d'agentivité morale, c'est-à-dire d'assumer des obligations, d'être tenus responsables de leurs actes, qui sont conscients d'eux-mêmes, qui peuvent être qui sont rationnels, et que c'est pour ça qu'ils sont supérieurs aux autres animaux et peuvent les dominer. Mais quand on y réfléchit bien, on est forcé de reconnaître que l'intelligence ou les autres aptitudes mentales sophistiquées ne sont pas réellement ce qui nous semble se trouver au fondement de la valeur morale des individus. Après tout, les êtres humains qui ne possèdent pas ces facultés-là, je pense aux tout jeunes enfants, aux personnes en situation de handicap intellectuel ou aux personnes séniles, par exemple, sont considérés comme des égaux et jouissent évidemment et fort heureusement des droits qui les protègent contre les traitements qu'on inflige couramment aux animaux. Il faut en conclure que les capacités cognitives de cet ordre-là ne sont pas, elles non plus, pertinentes et peuvent donc pas plus que l'espèce biologique justifier la discrimination. En fait, plus j'y réfléchis, plus j'en viens à penser que le cadre théorique de l'intersectionnalité qui est développé en études féministes peut être utile pour penser la situation des animaux non humains. Il me semble que les animaux se trouvent en plein à l'intersection ou au croisement de deux groupes marginalisés. Les êtres qui n'appartiennent pas à l'espèce Homo sapiens et les êtres qui ne sont pas doués des capacités cognitives sophistiquées qu'on valorise tant. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils tombent un peu toujours dans la craque de nos protections. On a beau se dire d'une part que les caractéristiques biologiques ne sont pas pertinentes. OK, mais ces individus-là qui n'appartiennent pas à notre espèce ne sont pas intelligents. Alors, on a raison de ne pas les traiter comme on traite les êtres humains neurotypiques ou comme on traiterait des êtres non humains super intelligents, comme E.T. ou Superman, par exemple. On a beau se dire d'autre part que les facultés cognitives ne sont pas vraiment ce qui compte. En fait, OK, mais ces individus-là ne sont quand même pas des humains. Les animaux sont comme victimes à la fois de spécisme pur ou direct, comme d'autres aiment le qualifier, préfèrent le qualifier, et de capacitisme. Et ces deux sources de discrimination-là se renforcent mutuellement et font en sorte que les individus qui en sont victimes sont toujours perdants, qu'on ne finisse jamais par les protéger adéquatement. Et pour en revenir à l'antispécisme, je terminerai en rappelant que la seule caractéristique qu'ont en commun tous les êtres humains qui semblent, elles, avoir une pertinence morale, c'est la sensibilité, ou la sentience, comme les animalistes préfèrent l'appeler, c'est-à-dire la capacité de faire l'expérience subjective du monde, de vivre les choses au jeu, d'être affecté consciemment, de manière positive ou négative, par ce qui nous arrive. En d'autres mots, c'est parce que les individus sont sensibles, qu'ils ont des intérêts qui relèvent de leur bien-être et c'est pour cette raison-là qu'ils doivent être inclus dans la communauté morale et qui méritent de jouir des droits individuels destinés à protéger ces intérêts-là. Or, les humains ne sont pas les seuls animaux à être sensibles ou à être sentients. De très nombreux autres animaux le sont aussi, et c'est pourquoi on a tort de les discriminer, et pourquoi les antispécistes ont raison de dire qu'il est nécessaire de lutter contre le suprémacisme humain, de lutter contre cette forme dominante de spécisme. Virginie, pourrais-tu nous parler de ton livre, s'il vous plaît? Oui, donc mon livre s'intitule « Au nom des animaux, l'histoire de la SPCA de Montréal de 1869 à 2019 », qui a été publié chez Somme Toute et qui a été écrit pour le 150e anniversaire de la SPCA qui a été célébré l'année dernière. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un livre qui retrace l'histoire de l'organisation donc de 1869 à aujourd'hui. Le livre est divisé en 8 chapitres au total, pour un total de 375 pages, ce qui en fait quand même un livre assez volumineux. Donc, il y a 6 chapitres comme tels qui sont consacrés à l'évolution de l'organisation, mais j'intègre aussi 2 autres chapitres, un qui est sur l'histoire de la philosophie, donc qui examine comment la philosophie a évolué par rapport aux animaux, et aussi un autre chapitre sur les débuts de la cause animale en Europe. Le but étant de situer vraiment l'histoire de la SPCA dans un contexte plus large, qui englobe l'histoire des idées, l'histoire de la cause animale en général, et aussi le but est de montrer que la SPCA constitue une pièce importante d'un mouvement qui est plus global, plus international, donc celui de la protection animale en général, et aussi de montrer que celui-là a évolué dans le temps. Donc, si je peux résumer brièvement l'histoire de la SPCA de Montréal, moi, je remarque vraiment 3 phases importantes dans son histoire. Une de 1869 à 1914 qui couvre essentiellement la protection des chevaux, des interventions aussi dans les combats d'animaux, beaucoup les combats de coqs, les combats de chiens qui étaient encore assez populaires à l'époque, quoique interdits déjà au Canada. Donc, c'est cette première phase-là qui aussi consacre un modèle masculin quand même de l'implication au sein de la cause animale. Donc, les gens qui soutiennent la SPCA à ce moment-là sont principalement des hommes d'affaires et qui ont comme souci vraiment de faire en sorte que les chevaux ne soient pas maltraités par leurs employés. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut
le résumé. Et de 1914 à 1960, on a une deuxième phase qui est vraiment concentrée sur les refuges. Donc, la SPCA de Montréal ouvre son premier refuge en 1914 en plein quartier latin. Et aussi, les femmes sont de plus en plus impliquées graduellement au sein de la SPCA de Montréal. La SPCA va avoir plusieurs femmes présidentes des années 30 jusque dans les années 70. Le poste va être exclusivement occupé par des femmes. Donc, c'est un modèle très axé, en fait, sur les animaux de compagnie, beaucoup. Et donc, on est vraiment dans une grande phase de refuge pour les animaux. Et puis, à partir des années 60-70, on constate que la SPCA a vraiment élargi ses revendications pour se consacrer encore à son refuge, mais aussi aux animaux qui sont exploités pour la fourrure, aux animaux d'élevage, aux animaux de laboratoire. Donc, il y a vraiment un élargissement général des revendications à partir de la seconde moitié du 20e siècle. Alors, Virginie, en écrivant sur les 150 ans de la SPCA de Montréal, est-ce que tu as pu constater qu'il y avait des valeurs ou encore des objectifs qui avaient toujours été au cœur de l'organisme au fil de ces années? Oui, donc quand j'ai écrit le livre sur l'histoire de la SPCA de Montréal, ce qui m'apparaissait vraiment clair, c'est que la SPCA s'est dotée de deux modes d'action vraiment fondamentaux dès sa première année. Si on exclut le refuge qui est arrivé un petit peu plus tard, donc le premier refuge est arrivé en 1914, et évidemment, le refuge fait partie des grands projets de la SPCA de Montréal encore aujourd'hui. Mais si vraiment on se base sur les premières années d'activité, donc vraiment 1869, de 1869 à 1914, on voit émerger deux modes d'action qui sont encore employés par la SPCA aujourd'hui. Donc, premièrement, l'inspection. L'application de la loi est un travail important de la SPCA de Montréal et déjà en 1869, elle avait un inspecteur. Et en seulement 7 mois d'activité, la SPCA, cette année-là, obtient quand même 26 condamnations pour maltraitance de chevaux sur 32 cas inspectés, ce qui est quand même une excellente moyenne. Et donc, déjà, l'application de la loi est un souci qui fait toujours partie de la mission générale et des modes d'action de la SPCA aujourd'hui. Un deuxième mode d'action aussi que j'avais identifié et que la SPCA a employé dès sa première année d'activité, c'est la sensibilisation du public en général. En 1869, la SPCA fait publier 43 000 circulaires, donc qu'elle fait afficher à Montréal, à la fois en français et en anglais. C'était comme des espèces là, de publicité. Et donc, c'est énorme pour une jeune organisation. Et aussi, elle distribue 5 000 calendriers aux écoles de Montréal dans ses premières années d'activité, encore une fois. Elle lance un concours de composition dans les écoles sur le thème de la gentillesse envers les animaux, donc un petit concours d'essai qui avait surtout été adopté par les écoles protestantes. Et aussi, en 1872, elle met sur pied un comité féminin, donc qui s'appelait la section des dames à l'époque et qui était, entre autres, chargé de veiller à l'éducation des enfants. Donc, on voit quand même ici que la SPCA de Montréal, à l'époque, échappe pas à certains stéréotypes de genre et donc que les femmes étaient fortement associées à des rôles de mère, de care en général. Mais on voit quand même que cette importance-là accordée à la sensibilisation du public est encore d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, la SPCA procède beaucoup par des campagnes et des pétitions, donc quand même la manière de sensibiliser le public a changé, mais c'est encore une préoccupation de l'organisme. Donc, il y avait ces deux modes d'action-là que j'avais identifiés, et puis aussi une autre constante dans l'histoire de la SPCA de Montréal, c'est la défense des chevaux en général. Souvent, dans notre imaginaire, on pense que la défense des chevaux, c'est une préoccupation qui appartient uniquement au 19e siècle, ou à l'inverse, très récemment, avec la question des calèches, par exemple. Mais en fait, c'est une question qui est transversale dans l'histoire de la SPCA de Montréal. Les chevaux, en fait, sont utilisés pour toutes sortes de services dans la ville jusqu'à quand même plus récemment. Donc, par exemple, ils sont employés pour le déneigement jusque dans les années 30, par les pompiers jusqu'en 1936, par les postes en 1938, et même dans les années 60, ils sont encore employés pour la livraison du pain, du lait et de la glace. Donc, ils sont encore très présents, quoique moins nombreux. Et puis aussi, dans les années 60, on avait beaucoup d'écuries de louage, qu'on appelait, sur le Mont-Royal, où on pouvait louer un cheval pour faire une balade sur la montagne. Donc, on a des photos d'archives qui montrent des gens à cheval au belvédère du Mont-Royal. Et donc, les chevaux sont toujours très présents dans la ville. Et la SPCA leur vient en aide en leur fournissant de l'eau lors des canicules, en répondant à des appels d'urgence
qui les concernent. Elle a une ambulance pour les gros animaux, donc qui justement est conçue pour venir en aide aux chevaux. Donc, on voit que les chevaux sont des animaux qui occupent une grande place dans le cœur de la SPCA de 1869 à aujourd'hui. Alors, Élise, auteure de plusieurs... Peux-tu nous présenter tes livres? J'ai jamais vraiment rêvé d'être autrice, là. C'était pas dans mes plans de carrière. Ça arrivait un peu par accident, un peu comme le véganisme. Avant mon premier livre, il y avait d'abord un blog. Je vous l'ai dit plus tôt, il fallait que je convainque un philosophe d'adhérer au végétarisme, ensuite au véganisme, même si d'autres m'ont aidé. Donc, je me suis mis, moi, à lire beaucoup sur ces enjeux-là. Puis à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en français. Et puis, je me dis, ben, tu sais, tant qu'à faire toutes ces lectures-là, qui sont souvent un petit peu difficiles ou un peu techniques, ben, je vais les vulgariser, puis je vais en faire un blog, tu sais. Les blogs étaient à la mode à l'époque. On était avant YouTube et TikTok et tout ça. Et puis, donc, j'ai commencé à écrire, à bloguer, pas par passion pour l'écriture, mais vraiment par désir de vulgariser, de partager ce que je lisais. En me disant, ben, si ça m'intéresse moi, ça devrait aussi intéresser d'autres personnes. Puis assez vite, j'ai vu que, ben, en fait, ce contenu-là de blog, il y a peut-être un livre qui est en train de se créer là. Ça, c'est mon premier livre, Je mange avec ma tête, où, à l'époque, ce qui m'intéressait, puis ce qui me manquait dans la société, puis on parle d'il y a presque 10 ans, là, Je mange avec ma tête était apparu en 2011, c'est quand même l'idée qui maintenant est largement répandue, là, que nos choix alimentaires ont des conséquences. La conséquence sur la vie des animaux, on la connaît ici, là, maintenant c'est bien connu, mais ça l'était beaucoup moins il y a 10 ans, mais aussi sur l'environnement, sur notre santé, sur la santé des travailleurs également. Et ce que je voulais accomplir avec Je mange avec ma tête, c'est simplement ouvrir un peu la conscience des consommatrices, des consommateurs, que quand on fait des choix alimentaires, on fait des choix qui ont des conséquences sur les autres, puis que c'est pas banal et qu'il y a des externalités négatives, un peu comme en parlent les économistes à nos choix. Puis rapidement, après ça, ben, j'étais une des premières au Québec, même s'il y avait plein d'intellectuels qui travaillaient là-dessus, mais d'un point de vue très, très grand public, à en parler. Donc, j'étais invitée partout à discuter de ces enjeux-là. Et ce que j'ai rapidement réalisé, c'est que si on était d'accord pour remettre en question notre consommation de viande rouge, mettons, puis en tout cas, le discours manger moins de viande était relativement acceptable. Dès qu'on parlait des produits laitiers, là, il y avait un mur. Là. C'était vraiment touche pas à mon verre de lait, touche pas à mon fromage. Et j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait cet attachement-là particulier avec les produits laitiers, qui était beaucoup plus là, que simplement les nutriments qui sont dans les produits laitiers. Il y a vraiment quelque chose d'émotif. Puis moi-même, quand je suis devenue végétarienne avant d'être végane, et puis comme pour plein de monde, ce qui m'a fait ralentir, c'était l'amour du fromage. Tu sais. Pourquoi j'étais si attachée au fromage que ça? Pourquoi, quand j'étais petite, on se faisait une fierté chez nous d'être 3 et de boire 3 litres de lait par jour. Tout ça, c'est quelque chose que je voulais explorer. Je voyais aussi la force du lobby laitier au Québec, dans le reste du Canada, dans plusieurs pays occidentaux également. Il n'y a pas cette force de lobby pour d'autres produits carnés ou même, évidemment, pas pour des végétaux. Là. Les pubs de lait qu'on a à la télé, on a presque l'impression que c'est des pubs gouvernementales. Il n'y a pas d'autres produits de consommation courante qui ont des pubs comme ça et des pubs qui nous parlent de notre santé aussi. Évidemment, on se reporte, on est en 2013. Là, aujourd'hui, on a un nouveau guide alimentaire qui a remis en question la place du lait, mais à l'époque, on avait quand même des pubs où on voyait des enfants s'effondrer parce qu'on comprenait que s'ils ne consommaient pas de lait, il n'y avait pas de calcium. S'il n'y avait pas de calcium, il n'y avait pas d'os. Donc, ça devenait un peu des bonhommes de pâte à modeler. Donc, j'ai voulu creuser cet attachement émotif avec le lait, puis un peu tout ce qui touche autour du lait. Parce que c'est une question qui m'apparaissait centrale si on voulait faire amener le discours vers le véganisme. Parce que le véganisme, évidemment, il refuse tout produit d'origine animale. Puis par la suite, j'ai vu qu'il y avait quand même un besoin de quelque chose de très, très, très pratique. C'est quoi le véganisme? Puis comment on fait pour devenir végane? Et l'arrivée de ce livre-là, en fait, est vraiment arrivée en même temps que le Festival Végane. Avec la première édition du Festival Végane, on a lancé le premier défi végane.
défis virtuels là, qui se faisaient en ligne, puis on continue d'en faire depuis ce temps-là. J'ai pu compter le nombre d'éditions, mais il y en a eu beaucoup. Et je voyais que les gens disaient, oui, mais comme quel livre peut m'accompagner? Où est-ce que je peux avoir les informations, des recettes, les données de base en nutrition? Donc là, j'ai décidé d'écrire le défi vegan 21 jours, qui se voulait vraiment le petit guide pratique d'accompagnement des gens qui voulaient s'initier au véganisme. On présente les arguments théoriques puis les questions plus pratiques. Et par la suite, avec Patricia Martin, on voyait qu'il y avait plein de livres de recettes là, qui émergeaient au Québec. C'était super, mais on se disait que c'est à peu près toujours la même chose, les livres de recettes. On a des veggie burgers, on a des pâtés chinois où on a remplacé la viande par d'autres choses. On a des bols de toutes sortes de choses. Là, on a vraiment beaucoup de comfort food, mais il n'y avait rien qui était de la bouffe pour recevoir des amis, pour partager des repas autour d'une table. Et surtout, ce qu'on présentait comme recette, c'était très, 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 très blanc. Ce qu'on présentait comme vegan, c'était très, 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 très blanc aussi. Puis, on avait envie de présenter d'autres véganes qui ne sont pas les gens qu'on voit partout. Donc, avec Table Vegan, ce qu'on présente, c'est 10 tables, vraiment des tables qui incluent toutes les étapes d'un repas, le cocktail, l'apéro, le plat, le dessert, les plats d'accompagnement. Et c'est des tables qui nous sont présentées par 10 personnes qui sont véganes, qui sont des amis, qui sont des Montréalais, mais qui ont des origines différentes. Fait qu'on a une table à Benaki qui est écrite par Xavier Watso, qui est un végan à Benaki. On a une table vietnamienne. On a une table sri-lankaise mélangée avec le lac Saint-Jean puis l'Angleterre parce que la créatrice de cette table-là, c'est ça, ses origines. Puis ce qu'on voulait, c'est simplement élargir le répertoire vegan, montrer qu'en fait, véganiser des recettes, c'est pas compliqué, que la cuisine végane, c'est pas une cuisine qui est dans les restrictions, que c'est une cuisine qui est ouverte, que montrer que le véganisme, c'est peut-être quelque chose qui unit plus que qui divise, et puis que oui, on peut recevoir sa famille avec un repas vegan, puis ça va être gastronomique, ça va être goûteux, ça va être super trippant, et que peut-être que en changeant la façon d'en parler, plutôt que de présenter le véganisme comme de la cuisine sans produits d'origine animale, si on présentait comme une ouverture sur d'autres choses, plutôt qu'enlever des aliments, on montrait tout ce qu'on peut ajouter quand on décide de cuisiner sans produits d'origine animale, ben on aurait peut-être une nouvelle façon de présenter tout ça. Donc évidemment, là, on n'est pas du tout politique, on est très, très, très pratique. On est très, très, très pratique. Le fun, dimanche soir entre amis, party de Noël, mais ça manquait dans le paysage québécois. Donc, c'est ce livre-là, Le Table Vegan, que j'ai fait avec Patricia Martin il y a 1 an. Puis, si je peux ajouter à ça, votre objectif ou ce que vous vouliez faire, c'est réussi totalement parce que je me suis vraiment sentie challengée en regardant ce livre-là. C'était pas la même copier-coller, c'était pas une autre version d'un veggie burger, puis un autre bol, un autre smoothie. C'est vraiment challengeant, puis c'est vraiment des belles découvertes, de belles saveurs. Tu as mentionné la table à Benakis, ça a été la table que j'étais la plus surprise parce que c'est plutôt une culture où on voit la consommation beaucoup plus de l'animal sauvage. Puis, c'est vraiment... Félicitations, j'ai bien aimé le feuilleté. Évidemment, je l'ai pas encore cuisiné, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture. C'est vraiment des belles recettes. Les soupers entre amis, c'est un peu plus difficile aussi ces temps-ci, là. Ouais, effectivement. Justement, j'aimerais ça que tu nous parles de nos conséquences de nos choix alimentaires. Ouais, ben c'était vraiment l'idée du premier livre. Je trouve qu'à l'époque, il y avait vraiment un angle mort là, où on discutait déjà des conséquences sur les travailleurs, l'environnement, de nos choix vestimentaires, par exemple. Il y avait on entendait parler des usines au Bangladesh et travailleurs-travailleuses qui étaient dans des conditions épouvantables, de l'impact sur l'environnement, de la production de nos jeans et tout ça. Puis on dirait que on en parle plus aujourd'hui, mais à l'époque, ce qui était les aliments, c'était du plaisir, c'est de la convivialité. Puis il y avait pas de choix.
Ce qui me choquait, c'est par exemple de voir des politiciens qui, déjà à l'époque, parlaient d'auto électrique, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec plein d'autres moyens, mais on les voyait manger des gros burgers de bœuf, tu sais. Et puis, je me dis, mais non, mais ça peut... C'est pas possible. Il y a quand même quelque chose de problématique là. C'est pas banal de choisir de manger un burger de bœuf plutôt qu'un burger de lentilles ou de fèves rouges pour son repas. Fait que c'est ce que je voulais illustrer avec Je mange avec ma tête. Mais l'ensemble des conséquences, comme je l'ai dit plus tôt, sur l'environnement. Aujourd'hui, on le sait, puis on en parle, c'était intégré au discours, mais ça l'était vraiment, vraiment pas, ou en tout cas beaucoup moins à l'époque, les conséquences de nos choix alimentaires sur l'environnement. On parle bien évidemment de la viande, mais il y a l'utilisation des pesticides, l'utilisation de la déforestation, etc., la pollution des cours d'eau, bon, tous ces enjeux-là. La vie des animaux. Ça n'a pas besoin de convaincre personne ici. Et la santé des travailleurs, dont encore aujourd'hui, on parle très peu. La différence entre... Est-ce que la connexion a bloqué? Non? Vous m'entendez encore? Moi, je me vois bloquée, mais c'est pas si grave que ça. On va le savoir. Donc, ce qu'on parle encore très peu aujourd'hui, c'est des conséquences de nos choix alimentaires sur la santé des travailleurs. Entre un ananas bio puis un ananas pas bio, la différence, c'est pas juste le prix qui est un petit peu plus cher, puis qu'on vendrait des ananas bio pour faire plaisir aux bourgeois du plateau qui veulent payer plus cher en allant dans une chaîne de supermarchés que je nommerai pas, c'est parce que réellement, pour produire des ananas, ça prend des pesticides. Puis, qui est-ce qui subit les conséquences de ces pesticides-là? Peut-être la personne qui, au bout de la chaîne, consomme des aliments exposés aux pesticides. Ça, c'est tout à fait possible, mais surtout les travailleuses et les travailleurs dans ces champs-là d'ananas, de bananes, de tomates aussi, on en a beaucoup parlé de malformations congénitales chez les bébés nés de travailleuses de champs de tomates. Et tout ça, ça me semble être quelque chose qui est encore aujourd'hui dans notre angle mort, là, comme quand on achète bio pour notre propre santé, puis on oublie la santé des autres personnes qui sont impliquées dans la chaîne de production. Les travailleurs d'abattoirs, on en parle très peu aussi, mais c'est évidemment des conditions de travail qui sont épouvantables. On en a parlé récemment parce qu'il y a eu des explosions de COVID dans les abattoirs, mais au-delà de ça, c'est une des industries où il y a le plus d'accidents de travail. Et puis ça aussi, c'est une conséquence de vouloir produire le plus d'aliments possible, le moins cher possible, parce que ce qui est important, c'est le prix du panier d'épicerie, mais ce panier d'épicerie-là, pas cher, a plein de conséquences sur d'autres êtres sentients, sur d'autres humains et sur l'environnement. On fait cette table ronde-là aujourd'hui dans le cadre du Festival Vegan de Montréal, qui cette année se déroule virtuellement compte tenu de la COVID, de la crise de la COVID qu'on vit présentement. Selon vous, quelle est la place du Festival Vegan de Montréal au Québec? Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. Je sais pas si. J'évoquais tout à l'heure une critique qui est parfois adressée au véganisme, plus précisément la place que le véganisme prend au sein du militantisme animaliste. Je précise ensuite que la promotion du véganisme est néanmoins une excellente chose selon moi. Là. Il me semble plusieurs raisons de le penser. Même quand les personnes qui adoptent le végétalisme et renoncent à consommer des produits d'origine animale, non pas par souci envers les animaux, mais par souci pour l'environnement. On sait maintenant à quel point l'élevage, c'est une catastrophe d'un point de vue écologique, pour des raisons de santé, pour réduire les risques d'accidents cardiovasculaires notamment, pour éviter le développement de résistance des résistances aux antibiotiques qu'on donne massivement aux animaux d'élevage, ou encore, et là on en parle de plus en plus dans le contexte actuel, pour diminuer les risques d'épidémies et de pandémies liées aux zoonoses, c'est utile pour les animaux. Le comportement agrégé de toutes ces personnes-là contribue à limiter la demande en produits d'origine animale. C'est ce qu'on peut espérer aura un effet sur l'offre et sur la production. Ça peut réduire la quantité de tort causé aux animaux. En renonçant aux produits et aux services qui sont issus de l'exploitation animale, les véganes modifient peu à peu les conditions matérielles de la solidarité avec les autres animaux. C'est ce qu'Élise disait tout à l'heure. Ils normalisent les pratiques alternatives qui reposent pas sur la violence envers eux, ce qui facilite la transition vers le véganisme de celles et de ceux qui souhaitent arrêter d'encourager les industries qui causent des torts immenses aux animaux.
On sait maintenant que si les croyances influencent les comportements, l'inverse est aussi vrai. Quand des gens, peu importe leur motivation initiale, renoncent aux produits et aux services tirés des animaux, ils se mettent à les voir autrement. Il y a des études qui montrent que quand on sait qu'un animal est destiné à être mangé ou quand on vient soi-même de consommer un aliment d'origine animale, on a tendance à sous-estimer les capacités de cet animal-là ou de ceux qui lui ressemblent. Les pratiques donc véganes peuvent nous inciter à changer la représentation qu'on se fait des animaux et à les voir de moins en moins comme des gardes-manger, de plus en plus comme des individus à part entière. On a également de bonnes raisons de supposer que les arguments en faveur des droits des animaux ou de l'égalité morale des animaux vont rencontrer beaucoup moins de résistance chez celles et ceux qui ne profitent pas directement de leur asservissement et qui ont moins à perdre en concédant aux antispécistes qu'ils ont raison. Ces personnes-là sont en quelque sorte plus objectives et ont moins de chances, je dirais, de se rendre coupables de ce qu'on appelle le raisonnement motivé, qui sert à rationaliser des habitudes auxquelles on n'a pas envie de renoncer et à surmonter comme ça la dissonance cognitive dans laquelle peut nous plonger le fait de contribuer à la violence exercée contre des êtres auxquels on ne veut pourtant aucun mal. De par la force de leur nombre, les gens qui adoptent des pratiques des véganes pourraient donc aider à faire advenir un monde où les animaux seraient perçus autrement et ne souffriraient plus donc des pires injustices. Ils participent à la création d'un monde où l'idéologie spéciste est de moins en moins utile au fur et à mesure que les pratiques discriminatoires qu'elle sert à justifier sont abandonnées. Un monde où le spécisme pourrait même finir, sinon par disparaître complètement, au moins par perdre son statut hégémonique. Et le Festival Vegan de Montréal, en faisant une promotion formidable du véganisme et en normalisant ce mode de vie-là, vu l'immense succès qu'il connaît, là, occupe, je pense, une place extrêmement importante dans le militantisme animaliste au Québec. Merci Valérie. Je voudrais peut-être ajouter, j'étais dans les équipes organisatrices des premières éditions du Festival Vegan, donc j'ai quand même un attachement assez particulier avec le Festival Vegan, puis j'ai aussi eu l'immense privilège d'y parler souvent, là, donc je suis pas neutre quand je parle du Festival Vegan, c'est clair, j'ai un gros biais, mais n'empêche que de façon objective, il y a un an et demi, j'avais fait juste une revue de presse sur l'évolution de la perception du végétarisme-véganisme au Québec. Simplement en cherchant toutes les occurrences des termes antispécistes, spécistes, véganes, végétariens dans les principaux médias. Puis on voit qu'avec l'arrivée du Festival Vegan, le ton change complètement. Les véganes ne sont plus des espèces de granos qui sont des espèces d'objets de fascination. Là. On parle positivement du véganisme. On donne on aborde les enjeux qui font pour lesquels les gens deviennent véganes aussi dans les médias de masse, ce qu'on n'avait pas avant. Là. Avant, c'était juste des weird. Puis on le voit dans les articles, là, ils mangent même pas de fromage. Est-ce que les bébés véganes peuvent être en santé? On se demande si les véganes boivent de l'alcool, mais on est vraiment dans les gros clichés. Et le festival vegan arrive. Il y a des recettes véganes dans les médias. Il y a des entrevues avec des invités du festival vegan. On en parle positivement, puis on en parle comme de mouvement social. Un autre détail qu'on oublie souvent, mais c'est la graphie épicène vegan avec un E. Lors de la première édition du Festival Vegan, il s'appelait le Festival Végan pour commencer. Et il y a des membres du comité qui ont poussé pour qu'on adopte la graphie épicène, qui est encore un peu marginale à l'époque. Et on a acheté de nouveaux noms de domaine, puis on a tout changé et on a adopté le Vegan avec un E. Et je pense que et par la suite, les médias ont commencé à utiliser le Vegan avec un E. Et ça, c'est quand même quelque chose de... Évidemment, c'est symbolique, mais d'assez marquant dans l'histoire du véganisme au Québec. Merci pour la genèse, c'est super intéressant. Merci. Eve-Marie, j'aimerais ça t'entendre sur le sujet, puisque on parle du festival vegan dans ta VD, puis j'ai pas pu m'empêcher d'être excitée en tournant les pages, puis quand j'ai vu que le festival était là, j'étais vraiment excitée.
Mais c'est tout simplement parce que je dois beaucoup au festival, en fait. Puis peut-être que ce que je pourrais ajouter, c'est que en fait toutes les portes d'entrée sont là. C'est pour ça aussi que cet événement-là est si important. Il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Les gens peuvent venir juste pour parce qu'ils sont curieux, pour déguster des nouveaux produits. Ils peuvent assister à des ateliers culinaires, tout ça. Mais par la même occasion, ils peuvent entendre des conférences aussi. Donc c'est peut-être ça peut vraiment c'est une bonne façon en fait d'approcher les gens. Puis vraiment, tout le monde peut y trouver son compte. C'est un bel événement. Oui, qui a beaucoup grossi au fil des années. Je me souviens de la première édition à l'université. Je me souviens pas laquelle université, mais c'était à l'UQAM, Oui, au c'est ça. pavillon des sciences à la chaufferie, et on a complètement perdu le contrôle, là. Et moi, je me rappelle, donc, à noter, je suis très, 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 très mauvaise pour prévoir des trucs. Moi, si on a 500-600 personnes, ça va être un miracle. Puis, tu sais, je veux dire, on n'était pas ouvert, puis il y avait déjà une queue épouvantable, et c'était une catastrophe au niveau de l'organisation, mais c'était quand même un succès au niveau de la participation. Ah oui. Ah oui. Et c'était savoureux, ce festival-là. Je me souviens de cette première année-là. Il y avait une effervescence du fait que c'était le premier, puis qu'il y avait trop de monde, puis qu'il fallait se déplacer partout dans l'université. C'était une chasse au trésor. C'était fabuleux. J'ai vraiment aimé. Mais on était bien heureux au Palais des Congrès l'an passé. C'était très confortable. Il y avait beaucoup de place. Justement, on est en virtuel cette année parce qu'on est dans la crise de la COVID. Quel est l'impact que la crise de la COVID a sur le véganisme? Je vous laisse commencer. La première qui se lance. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées dans les grands médias à ce propos-là, et c'est pas mon champ d'expertise, mais ce qui me semble évident, c'est que la pandémie, ça a été l'occasion d'une certaine prise de conscience des risques qui entourent les zoonoses et du rôle de l'exploitation des animaux non humains dans la propagation de ces maladies infectieuses ou parasitaires, des animaux qui en sont porteurs, aux êtres humains. On a vu beaucoup d'écologistes expliquer qu'en colonisant les habitats naturels des animaux sauvages, puis en augmentant les points de contact avec eux, ce qui inclut des pratiques comme la chasse pour la viande de brousse notamment, on augmentait les risques épidémiologiques. Plusieurs animalistes qui ont de leur côté rappelé que les élevages industriels étaient des milieux particulièrement propices à l'éclosion de maladies potentiellement encore plus virulentes et mortelles que le type de coronavirus qu'on combat à l'heure actuelle. Tout ça, c'était bien vrai, et si on a pour objectif de réduire les risques sanitaires ou encore de convaincre les gens de reconnaître qu'il faut éviter l'élevage intensif, ça semble raisonnable de rappeler tout ça. Mais j'ai envie quand même d'ajouter, de soulever un bémol. J'ai envie de rappeler qu'il y a aussi peut-être des risques significatifs à insister autant sur la menace pour la santé publique que représentent les contacts avec les animaux d'autres espèces. Des risques pour certains êtres humains et des risques pour les animaux non humains. Ou plus exactement des désavantages, si notre objectif, c'est le progrès moral, la justice pensée globalement. D'abord, on sait maintenant qu'en rappelant que la crise que l'on connaît a probablement trouvé son origine dans les marchés humides asiatiques par lesquels les animaux vivants peuvent être vendus, on a vu exploser le nombre de témoignages de gens rapportant avoir subi du racisme. On blâme les communautés asiatiques, on les tient responsables de la pandémie. On se met à associer ce qui est dégoûtant ou dangereux à ces pratiques particulières ou à croire à ces cultures particulières ou à croire que leurs pratiques, les pratiques qui sont que l'on trouve au sein de ces communautés-là sont plus barbares ou cruelles que les nôtres. Ensuite, on peut se dire qu'il y a quelque chose aussi d'un peu gênant quand même là, dans le fait de voir des écologistes ou des animalistes utiliser la souffrance immense des victimes, directes ou indirectes, de la COVID-19, dans l'objectif à peine caché de faire avancer leurs causes respectives. On se dit que la crise actuelle, qui fait en sorte que plein de gens meurent et souvent dans des conditions d'isolement à briser le cœur, est si grave pour les êtres humains qui est quand même un peu indécent de saisir l'occasion rapidement pour parler de la nécessité de mieux protéger l'environnement et les animaux. On peut trouver que c'est parfois fait de manière insensible. Et ce qui ressemble comme ça à de l'instrumentalisation de la souffrance des uns pour le bénéfice des autres, c'est peut-être aussi déplorable pour les animaux que les animalistes cherchent pourtant à défendre. D'abord, ça fait bien longtemps qu'on en discute dans le milieu, on discute de l'opportunité de recourir à des arguments anthropocentriques pour défendre les animaux, alors qu'ils mériteraient d'être défendus pour eux-mêmes.
y a plusieurs militants qui sont gênés par le fait qu'on laisse entendre que c'est parce que c'est mauvais pour l'environnement ou la santé humaine qu'il faut cesser d'exploiter les autres animaux. On se dit que ce sont autant d'occasions manquées d'insister sur le fait que les animaux sensibles ont des droits et méritent eux-mêmes notre respect. Ensuite, et on peut redouter, je pense, un effet pervers important à cette stratégie-là. C'est la militante Anne-Maëlle Jacques Morel qui le soutenu sur les réseaux sociaux, qui m'y a fait penser, mais insister comme on est tenté de le faire sur la menace que représente le contact avec les animaux non humains pour la santé, ça revient souvent à décrire les animaux comme des réservoirs à virus, comme des parasites, des sources de maladies. Ça peut alimenter ça aussi le dégoût qu'on sent vers eux, ou l'envie de s'en tenir à l'écart, ou même les exterminer dans certains cas. Alors, si on est d'accord avec des gens comme les philosophes canadiens Sue Donaldson et Will Kimbicka et qu'on pense que l'objectif n'est pas de vivre complètement séparément des autres animaux, mais au contraire de les intégrer dans une communauté politique, ben, il semble qu'on reste beaucoup dans une zoopolis où les animaux qui ne seraient plus exploités mais seraient traités justement, il pourrait y avoir encore plus de proximité avec nos concitoyens non humains. Et cet idéal-là pourrait donc être gravement compromis si on se mettait à croire qu'il faut vraiment éviter le plus possible d'entretenir des relations étroites avec les animaux d'autres espèces. La solution à ce problème-là, à ce danger-là, je pense, à ces risques-là, c'est pas de taire les risques réels que représente l'exploitation animale pour des êtres humains, mais c'est peut-être d'en parler de la manière la plus sensible et éclairée possible en prenant le plus grand soin qu'on le peut et en tenant compte de tous les facteurs qui entrent en jeu, de tous les pièges. Je pense qu'il y a certainement moyen d'aborder la crise sanitaire et le rôle de l'exploitation animale de façon qui relève d'une véritable convergence des diverses luttes pour la justice et qui prend en compte l'objectif du mieux-être de tous les êtres sensibles, humains et non humains. Merci Valérie. Je crois tantôt que j'ai vu Virginie qui avait enlevé le mute sur son micro. Est-ce que tu voulais prononcer sur le sujet? Oui, ben en fait, je voulais aussi me prononcer sur l'importance du festival vegan au Québec. Donc, si je peux le faire encore, je vais le faire. Bien sûr, je m'excuse, je pensais que j'avais aucun problème. Donc, en fait, je voulais juste compléter les propos de Valérie et d'Élie sur le festival vegan et sur le rôle fédérateur aussi qu'il joue, c'est-à-dire qu'il est capable de rassembler des acteurs vraiment divers du mouvement vegan, autant des chefs que, par exemple, des organismes plus politisés. Donc, que Valérie mentionnait, on peut penser à Sea Shepherd ou au SPCA ou au SPA, donc qui ont un rôle politique important à jouer. Et en fait, je me permets aussi de citer les travaux d'une chercheuse qui est doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal, Alexia Renard. Elle a consacré son mémoire de maîtrise au mouvement vegan au Québec. Donc, son mémoire s'intitule « Le véganisme au Québec, cartographie d'un mouvement ». Et puis, elle réussit à vraiment établir une carte du mouvement, une carte vraiment du réseau, et à identifier exactement quelles sont les relations qu'entretiennent les organismes les uns envers les autres, autant des organismes plus antispécistes que des organismes qui sont plus concentrés sur l'alimentation végétale. Et ce qui ressort vraiment de sa carte, c'est qu'on voit que le Festival vegan occupe une place vraiment centrale et est capable d'aller parler à plein d'acteurs du mouvement, que ce soit justement des organismes de protection, des organismes un peu plus politisés que des chefs. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir son travail et c'est un travail vraiment monumental qui est très utile pour les militants. Donc, je voulais simplement compléter avec cela. Ben, merci Virginie, effectivement, ça nous aurait manqué. En terminant, j'aimerais ça aujourd'hui que vous nous parliez de vos projets passionnants sur lesquels vous travaillez. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On va commencer par toi, Virginie. Parmi mes projets futurs, j'ai le projet de continuer mes études, en fait de débuter et puis mener à terme mes études en Angleterre, donc en philosophie, politics and economics, donc qui vont occuper mes 2 prochaines années. Éventuellement, j'aimerais faire aussi un doctorat en philosophie. Quelle université, je sais pas encore. Et puis sinon, je vais continuer d'écrire des articles scientifiques ou dans les médias si l'occasion se présente. Et puis, je travaille présentement sur un projet de livre coécrit qui va sortir au printemps 2021. Et je ne peux pas en parler énormément, comme ça n'a pas été encore annoncé par la maison d'édition, mais je peux quand même dire que ça fait partie de mes projets.
faudra regarder ça pour la prochaine édition du Festival Vegan. Peut-être que l'an prochain, tu seras de retour. Eve-Marie, est-ce que tu peux nous parler des prochains projets? Oui, comment je pourrais dire, c'est pas si simple que ça. J'ai eu la piqûre de la bande dessinée, donc évidemment, je prévois déjà une prochaine que je veux faire qui sera probablement pas directement sur le sujet du véganisme, mais c'est certain que je pourrais pas m'empêcher de glisser quelques petites réflexions quand même là-dedans. Puis pour le reste, je continue mon métier de massothérapeute, là, donc c'est mon occupation principale. Excellent. Puis, j'en ai pas parlé plus tôt. Par rapport à ton livre, les images sont vraiment belles. Puis, c'est dessiné en noir et blanc. Puis, oui. C'est très percutant. Les images, quand tu mets des images d'abattoir ou de la condition des animaux, c'est des images qu'on peut avoir déjà vues live sur Internet. Mais le coup de dessin donne une perspective totalement différente. Puis l'émotion aussi que tu donnes aux animaux, c'est vraiment autant le livre est vraiment intéressant de par le texte, mais aussi l'appui de tes dessins. C'est Merci. J'espérais effectivement que l'image pourrait apporter quelque chose de plus à mon texte, en ce sens que c'est ça, ça reste en tête quand même des images, mais aussi le noir et blanc servait bien la cause dans ce cas-là, parce que c'est quand même un petit peu plus facile à regarder comme ça. Merci. Merci. Et Valérie, quels sont tes projets? Moi, je le mentionnais tout à l'heure, je suis particulièrement intéressée par les liens entre le spécisme et le capacitisme que j'aimerais explorer davantage. Je suis aussi curieuse de mieux comprendre ce que l'approche intersectionnelle peut nous apporter pour penser la situation des animaux. C'est des sujets là, qui pourront peut-être retenir mon attention dans les prochains mois, prochaines années. J'ai envie aussi de me pencher un peu plus sur la question du pathocentrisme, c'est-à-dire cette idée là, que j'évoquais tout à l'heure qui consiste à croire que c'est à partir du moment où on est sensible ou sentient qu'il y a des intérêts et qui comptent moralement. Parce que la plupart des personnes qui se revendiquent de l'antispécisme adoptent une position pathocentriste et ils ont des désaccords de principe, donc non seulement avec les anthropocentristes, mais aussi avec les éthiciens de l'environnement, les biocentristes par exemple, qui, selon qui c'est le fait d'être en vie qui compte d'un point de vue moral, ce qui inclut les plantes, les organismes inconscients comme les bactéries par exemple, ou encore les écocentristes qui accordent la valeur morale aux écosystèmes ou aux espèces plutôt qu'aux individus. Donc, j'aimerais aussi continuer à réfléchir à cette perspective-là du point de vue de la philosophie morale, là, parce que je ne sais pas dessiner, puis j'ai pas une pensée qui permet de parler de manière synthétique, ou d'écrire de manière synthétique comme vous l'aurez dit. Merci. Puis pour toi, Élise, quels sont tes projets? D'un point de vue professionnel, évidemment, à la SPCA de Montréal, la pandémie amène plein de nouveaux défis qui nous tiennent occupés à temps plus que plein. Comment venir en aide à autant d'animaux en maintenant la distanciation sociale, puis en étant sécuritaire pour nos employés, nos bénévoles, la population en général. Mais dans une perspective un peu plus large, la question de l'accessibilité aux soins de santé pour les autres animaux est quelque chose qui intéresse beaucoup, à la fois personnellement puis professionnellement. Donc, c'est des enjeux sur lesquels on va travailler à la SPCA de Montréal. Oui, on aide le plus d'animaux de la faune urbaine qu'on peut en ce moment, en plus des animaux domestiques, mais pour une grande partie de la population, c'est super difficile d'avoir accès à un vétérinaire quand on n'a pas les moyens de se payer un vétérinaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler. Là. Donc, pour moi, le rêve, c'est d'avoir une clinique vétérinaire pour les personnes à faible revenu. Et je pense que ça va faire vraiment une différence dans la vie de plein d'animaux. D'offrir des consultations comportementales aussi aux personnes à faible revenu. Il y a souvent des abandons qui sont dus simplement au fait que les gens n'ont pas accès soit à des soins de santé ou à des services d'aide comportementale. Donc ça, c'est professionnellement. Comme autrice, c'est un petit peu plus difficile de trouver du temps pour écrire, mais j'ai 2 textes qui vont paraître bientôt. Un premier, c'est dans un recueil qui est dirigé par Ronan Larue,
qui s'appelle Les concepts du véganisme. Je pense que tu as changé de nom 50 fois, mais c'est 50 textes clés sur le véganisme. Ça paraît au PUF au début du mois d'octobre, une grosse brique de 700 pages. Puis j'ai un texte là-dessus sur le carnisme coécrit avec Martin Gibert. Et l'hiver prochain, janvier, février, mars, un autre collectif qui, celui-là, va aussi paraître au PUF, qui est sur la viande artificielle, la viande de synthèse. Et je parle du rôle de la viande artificielle dans le développement du mouvement vegan. Donc, un texte qui est écrit il y a un petit bout de temps, mais ça paraît toujours bien d'avoir des textes qui paraissent plus tard parce que j'ai l'air de continuer d'écrire alors que finalement, dans la vraie vie, j'ai très peu de temps pour écrire, mais si j'avais du temps pour écrire, les enjeux qui m'intéressent ces temps-ci, ce sur quoi je lis, c'est les questions de racisme, les questions de capacitisme, les questions de féminisme. Et j'aurais peut-être envie de faire encore une fois, un essai grand public super accessible sur les liens entre les diverses formes d'oppression. C'est des questions qui sont discutées. Valérie en parle beaucoup dans les milieux intellectuels depuis longtemps, mais de façon très accessible pour le grand public, assez peu. Fait que peut-être qu'un jour, je trouverai le temps ou je prendrai le temps d'écrire là-dessus un livre ou un texte grand public. Excellent, c'est tout de beaux projets qui s'en viennent pour nous. Alors, je vous remercie grandement de votre générosité, du temps que vous avez consacré à cette table ronde. C'est grandement apprécié par le festival. Et puis, je suis convaincue que vous allez rejoindre beaucoup de spectateurs aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Ben, merci au festival de continuer dans un événement aussi important malgré toutes les difficultés qui doivent être présentes cette année. Là. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ah, merci. Oui, je joins ma voix à celle d'Élise. Merci beaucoup au festival et de cette invitation-là aussi. C'était un grand plaisir. Ah, merci. Merci à toi, merci au festival.